Salut à tous et bienvenue sur Valépel l'Orcana FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui c'est jour de fête. C'est jour de fête, c'est jour de top. On se régale, top 5 de l'extension La Mer Azurite, chapitre 6 du coup de l'Orcana. Si vous n'avez pas vu nos reviews spoilers, vous pouvez aller les voir parce qu'on parle de toutes les cartes dedans. Elles sont disponibles sur la chaîne. Si vous les avez vues, ne bougez pas. Ne bougez mais surtout pas. On fait, comme d'habitude, un top 5 pour chaque couleur, plutôt que de classer simplement les meilleures cartes de l'extension. On divise ça par couleur, notamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui ne jouent que quelques couleurs dans l'Arcana, donc ça les intéresse de voir un peu plus de cartes, parce que par exemple, je vais prendre le jaune aléatoirement, c'est la première couleur qu'on va traiter. Il y a peut-être moins de bonnes cartes que d'autres couleurs, que le vert par exemple. Du coup, ça voudrait dire qu'on parle moins de cartes jaunes que de cartes vertes dans le top, si on faisait pas comme ça. Du coup, on trouve ça plus sympa, et vous aussi, parce que dans les commentaires, à chaque fois, vous êtes régalés. Avant... Tout à fait. Ouh, je m'étouffe. Avant de parler de ce top, justement, on met un petit pouce bleu, un petit peu de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour dire quelle carte vous auriez vu dans le top, dans votre top personnel, ou quelle carte vous aimez avoir vu dans ce top. Et en faisant tout ça, qui je rappelle est gratuit, vous entrez dans la ronde pour gagner un petit booster Mer Azurite, du coup. Oui, tout à fait. Incroyable, un petit booster Mer Azurite que vous recevrez une fois que l'extension est sortie. On n'a pas encore le booster, bien évidemment. Ça, c'est offert par la Belle Carte, c'est notre société avec Val et Baptiste et moi-même qui régale, qui sponsorise cette vidéo et qui c'est qui sponsorise la vidéo également, c'est Ultimate Guard. Voilà, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats de produits, sleeves, deckbox, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Il faut même des produits pour protéger les comics, dites-vous. Donc vraiment la protection, ils s'y connaissent Tout et à ça nous fait. soutient quand vous passez par le lien dans la description. À Ouais. toi, Val. J'en profite pour vous rappeler que les précommandes sont encore disponibles pour le chapitre 6 et le chapitre 1 de l'Orcana. Le lien est en description, c'est notre site internet labelcarte.fr. Si jamais vous voulez récupérer des petites displays chapitre 1, elles sont listées en ce moment même. Tout à fait. C'est parti pour le top 5 Ambre. On fait 5, 4, 3, 2, 1, comme d'hab. Et ensuite, paf, pastèque. Pour 4, tac, il est ancrable, il est 3, 4. Il or pour 1. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer les 3 premières cartes pardon, de notre pioche dans notre défausse pour choisir un personnage qui subit moins 3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Vous pouvez le faire sur vos personnages. Très peu efficace, mais vous pouvez le faire. Pourquoi on parle de ce tac? Il est là parce qu'il marche bien, notamment dans les decks Mufasa gris, enfin jaune-gris, qui jouerait Chernabog, puisque du coup on remplit notre défausse. On fait un petit -3 qui peut être aussi sympathique. Et comme c'est un effet lorsqu'on le joue, eh ben, ça marche avec Mufasa. Donc ça nous aide à aller chercher les Chernabog. Enfin, allez, jouer les Chernabog qui coûteraient pas trop cher. Ouais. Il est là un peu de manière accidentelle parce que si on avait que Tak et Tchernabog, ça suffirait pas. Mais il se trouve que Mufasa Gris a reçu de très bonnes cartes, notamment le Simba qui peut s'alter pour 3 sur un Simba et donc du coup chanter pour 5. Ce qui Mhm. permet du coup d'avoir deux chanteurs à 5 au tour 3 qui te permettent de jouer des rêves bleus et donc de défausser ta main. Et c'est en complément du fait de défausser ta main, de remplir ta défausse et de trouver tes Tchernabog qu'on joue Tak, ce qui te permet de jouer des Tchernabog gratuitement. Et bah, pour le coup, le projet semble franchement efficace. Ouais, ouais, ça se tient. En plus, il y a un alter attaque si jamais on veut jouer une énième Qui est grosse très bien bête, aussi. qui est très bien Tout aussi. à fait. Mais on n'a pas parlé de l'alter ici, parce que bah, ça c'est plus fort que l'alter. Et l'alter est bien parce qu'il y a ce tac. Quatrième position. Et on joue encore un tac qui est 3-4 pour 3 ancrable cette fois-ci, l'or pour 2, et il arrive en jeu épuisé, à moins que l'on ait un personnage tic en jeu. Alors l'idée, c'est pas d'assembler tic et tac, on s'en fiche un peu de tic, c'est seulement tac qui nous intéresse, parce que 3-4 pour 3 ancrable qui l'or pour 2, bah, c'est très bien. Typiquement, il y avait des decks bleu-jaune à base agressive qui jouaient Moana, qui était une 3-4 pour 3 non ancrable qui l'aurait pour 2. Ici, on est ancrable, mais on a le défaut d'arriver en jeu engagé, qui est un défaut, je pense, dans les decks agressifs, qui est globalement assez indolore. Donc, carte intéressante, juste de par les stats et le lore que TAC propose. Isaac. Troisième position, Lilo. Reine de l'évasion pour 2 ancrables. On a un 2 qui leur pour 2, c'est bien. Elle est héros en plus, ça c'est cool. Et au début de notre tour, si cette carte est dans notre défausse, on peut la jouer et elle entre en jeu épuisée. Donc si vous nous avez regardé dans les spoilers, on s'est demandé mais est-ce qu'il faut payer le coup? Et oui, oui, évidemment il faut payer le coup, sinon c'est précisé que c'est gratuit. Mais ça n'en fait, sinon ce serait craqué. Ça n'en reste pas moins une bonne carte, cette Lilo, qui peut tout du long de la partie, puisqu'il n'y a pas encore de zone d'exil, comme dans d'autres jeux. Donc ça veut dire que si c'est dans votre défausse, on peut rejouer Lilo. Et si on peut pas la rejouer de la défausse, ça veut dire qu'elle est en jeu. Donc tout va bien. On peut la gérer définitivement si on la met dans de la réserve d'encre. Mais il n'y a que quelques cartes bleues qui font ça. Donc en vrai, ça arrive quand même très rarement. Et si jamais ils font ça sur vos Lilo, c'est que vraiment vous êtes en bonne posture. Donc cette Lilo, c'est un loreur qui va tout le temps revenir. Alors elle arrive épuisée, donc ça veut dire que l'adversaire va pouvoir taper dedans avant que vous en serviez évidemment.
mais ça va quand même mettre un petit point de dégâts au passage. Donc, quand vous avez trop de mana en fin de partie ou que vous avez plus assez de cartes en main pour utiliser justement tout votre mana, enfin tout votre encre, pardon, vous pouvez justement rejouer cette Lilo de votre défausse et en plus elle est ancrable. Donc les match-up où ça marchait peut-être pas trop, bah, vous pouvez l'ancrer. C'est vraiment du très bon carton. Ouais, même si elle se fait trade tous les tours, elle aura fait paratonnerre pour vos autres créatures. Dans les stratégies agressives, c'est plutôt intéressant. Ouais, oui, ça demande, même si ça met que un petit point, ça demande à l'adversaire d'incliner une de ses cartes pour justement aller chercher la Lilo. Donc ça lui fait perdre de la tempo aussi. Deuxième On a position. l'ami Simba, on vous en parlait tout à l'heure, c'est lui qui justifie la présence de Tac dans ce top. Il est 4-4 pour 5 non ancrable, il or pour 2, alter pour 3. Et à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez redresser vos autres personnages. C'est une bonne carte de stratégie agressive. On s'est même demandé si la carte pouvait pas rentrer dans Hyper Rush en jouant notamment le Simba Bodyguard pour 2. Mhm. Pour le coup, ça, c'est pas une alternative qui a l'air de plaire à la communauté. Il faudra peut-être faire un peu plus de tests. Mais par contre, ça fonctionne très très bien dans le plan Mufasa gris avec ce rêve bleu pour alimenter des Chernabog, tout simplement. Et Zach. Bah, c'est très bon ce Simba, hein, franchement. Juste un effet puissant, ça s'altère pour 3 sur des Simba. Il y a déjà deux bons Simba à 1. Un bon Simba à 1, un bon Simba à 2, pardon. Ouais. Donc ouais, très très bien. Et meilleure carte, oh quelle surprise, personne ne s'attendait à cette Tiana en top 1 des cartes, d'ailleurs deux légendaires, hein, dans le top 2, top 1. Ils ont bien fait leur taf à la R&D. Tiana pour 3 non ancrables, la propriétaire du restaurant, c'est pas n'importe quoi. Pour 3, vous avez une 1-4 qui leur pour 2, et tant que ce personnage est épuisé, et vous allez l'épuiser tous les tours, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit -3 de force pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3 encres. Alors c'est pas du tout incontournable comme effet, hein, c'est très facile de le contourner en payant les 3 évidemment, mais ça demande dans la curve d'utiliser quasiment toute votre encre pour arriver à défier et gérer des personnages. Et ça marche sur Tiana. Donc quand elle est engagée, pour défier Tiana, donc se débarrasser de cet effet, il va falloir payer 3 pour la chercher. En plus qu'elle est 1-4 pour 3, c'est pas évident forcément, sauf si vous aidez Madame Mime-Renard, d'aller chercher Tiana au tour 3, enfin au tour 4 du coup. C'est vraiment une super carte de deck aggro, voire même de deck tout court qui joue des personnages pour aller chercher un peu de l'or. Alors pas dans un deck Steve Song évidemment, mais pour protéger vos personnages, ou en tout cas pour enquiquiner l'adversaire, pour appliquer une taxe lorsqu'il voudrait défier. Ça marche super bien, Tiana. Donc super carte. Ouais. Faut la voir comme une 1-4 pour 3 qui leur pour 2 et qui coûte 3 à être tué. Voilà. Parce qu'en Exact. gros, ton oppo, il va payer 3, tu es Tiana, et puis après, il va se libérer du joug de cette carte-là. Mais du coup, ça en fait déjà de base une bonne carte. Exactement. On passe aux cartes améthystes en 5e position. Le Rafiki Vol. Ouais, on a l'ami Rafiki qui coûte 9 non ancrable, il est 6-6, il or pour 4, il s'altère pour 7, et durant notre tour, à chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut piocher une carte. C'est pas une carte qui est extrêmement puissante et qui va être extrêmement jouée, mais c'est une proposition intéressante pour les decks Blurple, donc la base bleu-violet, qui veut jouer de bons body, générer de la value et avoir un late game qui est totalement écrasant. De par le fait qu'on a des bons Rafiki qu'on peut jouer plus tôt, notamment le 3-2 pour 1, qui est un très bon Rafiki pour commencer à prendre des trades au début, au bout d'un moment, quand la partie avance, que vous avez rampé, que vous avez plein de mana, vous pouvez jouer ce Rafiki. Il a de très bonnes stats, il prend ni Zeus ni Madame Medusa, il or pour 4, et en plus de ça, il fait de la value quand vous ancrez ou quand vous rampez. Donc, si ce Rafiki n'est pas joué, c'est que Blurple ne peut pas l'accueillir, et dans ce cas-là, on sera triste, mais la carte est intéressante. Et ils font régulièrement des cartes Rafiki d'assez bonne qualité. Donc plus le temps passe, plus il y a de chances que ce Rafiki Alter 7 soit joué. 4e position, le génie farceur merveilleux. Pour 7 ancrables, on a une 4-7 qui leur pour 2. Alter 5. Chaque fois que vous jouez une carte, piochez une carte, donc hyper fort. À la fin de votre tour, placez toutes les cartes de votre main sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Du coup, vous finissez toujours avec 0 carte en main. Petite question d'ailleurs qui vient de me tiquer comme ça. Comment ça se passe avec Clarabelle? C'est-à-dire? Est-ce que je peux dire, bah tiens, fin de mon tour, je place les cartes de ma main sous ma pioche, effet Alors, Clarabelle, je pioche autant de cartes. les effets de l'Orcana, si les deux dénominations, c'est à la fin du tour, les effets de l'Orcana vont dans un sac, et c'est toi qui choisis l'ordre du sac. Ok, Donc, quand ça même fonctionne Magic. très bien avec Clarabelle, exactement. Ok. Ça, c'est une carte qui est très bien dans des stratégies agressives, qui jouerait le génie notamment, qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est 4 non ancrables, et ça permet entre guillemets aux decks offensifs d'avoir toujours de quoi jouer pendant leur tour, et ça te prémunit de la discard des decks verts, notamment des princes jeunes qui feraient piocher l'adversaire. Ça reste un peu tech, ça reste un peu spéculatif, et la possibilité existe pour ce génie. Ouais, bah c'est des stats qui sont quand même, quand tu l'altères, très bonnes. Hein. L'aurait pour Ça 2, prend 4, pas Medusa, 7. ça prend pas Zeus, et ça a un effet puissant, mais c'est Mm. réservé à des stratégies offensives, faut bien se rendre compte de ça.
Exactement. Donc à voir, mais toujours pareil, hein, le fait de quand tu joues une carte, t'en pioches une autre, donc c'est un peu, tu vas pas jouer à l'infini parce que t'es limité par ton encre, mais dans certains decks, ça peut faire des choses vraiment, vraiment ouf potentiellement, notamment dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on la cite. Troisième place. On a Isma qui est 3-3 pour 4 en crabe, qui est l'or pour 2. Et si on a moins de 3 cartes en main, on peut piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. C'est une carte qui a été un peu testée dans les bases Hyper Rush. J'ai pas l'impression qu'elle a vraiment réussi à faire son trou. Hyper Rush, il a pas trop le temps de jouer une carte à 4 qui doit s'incliner pour se refaire une main. Donc peut-être qu'on lui trouvera une autre application. En tout cas, la carte, elle a un effet puissant. C'est juste que naturellement, on a pensé à Hyper Rush pour elle. Finalement, ça n'a pas l'air d'être trop sa place, mais l'effet est trop important pour qu'on n'en parle pas, quoi. Juste de pouvoir refaire ta main un petit peu tous les tours comme ça, avec, entre guillemets, des stats qui sont corrects, Hmm. ouais, ça suffit à parler de la carte. Ouais, 3-3 qui leur pour 2 et qui est ancrable en plus, c'est cool, hein. Franchement, c'est des stats qui sont Bah, c'est décentes. juste que c'est un peu décevant que Hyper Rush ne l'accueille pas, tu vois. Que ce Ouais, soit un peu cher pour Hyper Rush. effectivement. Top 2. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour moi. Le Ouais, c'est pour génie toi, ouais. veut exaucer pour 4 non ancrable, on a une 2-4 qui leur pour 2, qui est insaisissable, et lorsqu'on joue ce personnage, on pioche une carte. Très simple, de bonnes stats insaisissables, hein. 2-4 insaisissable, c'est vraiment hyper relou à aller chercher si vous jouez pas du gris, ou si vous jouez pas des grosses bêtes insaisissables. Ça va lorer très rapidement, ça s'est remplacé, donc même si jamais l'adversaire trouve une façon de le gérer, bah, vous avez pioché une carte sur ce génie, donc c'est ok, ça fait un petit effet lapin, et c'est un bon support d'altération pour le génie dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, que demande le peuple? Super carte. Ça, c'est Ouais, jouable un peu partout en violet en vrai. Enfin, pas dans Hyper ouais, c'est Rush, cool. mais dans les autres decks, quoi. Et top 1, violet. Oui, une Et top Unco. 1, le petit Diablo pour un mana en crabe qui est 0-1, qui l'or pour 1. Lorsqu'il est banni, vous pouvez piocher une carte. Alors ça, c'est vachement bien parce que ça ne vous demande pas à vous spécifiquement de le bannir. C'est dès qu'il va quitter le champ de bataille, à moins qu'il soit ancré, eh bien, vous allez piocher votre petite carte. Donc c'est un drop 1 qui se remplace, qui a un support d'altération à Diablo vert. Je ne sais pas s'il sera mieux que le Diablo à un mana vert, peut-être en vrai, puisque les gens sont très friands des effets de Chernabog. Et ça, c'est un effet de Chernabog supplémentaire. La carte est un bon loreur de début de partie qui va mécaniquement se remplacer, donc créer entre guillemets un petit peu de carte advantage, et en plus de ça, permet de continuer à évoluer Diablo Vert qui reste une bonne carte. Donc ouais, ça c'est déjà joué, déjà très fort, déjà apprécié. Ouais. Je pense que Diablo vert à 1, pour moi, reste meilleur parce qu'il peut challenger et il te donne l'information de la main adverse, ce qui est très bien dans l'Orcana, enfin dans les genres de decks où tu as besoin d'infos en tout cas. Mais pour l'effet, pas pour le fait que ce soit un Diablo, mais pour son effet, c'est un bon drop 1 Diablo de base. Ouais. Et en plus, il peut s'altérer. Passons aux cartes émeraudes. Les fameuses cartes émeraudes. Alors là, il y en avait pas mal pour le coup dans le classement. On commence avec Basile, détective déguisé pour 6. On a une 4-5 qui s'altère pour 4, qui est ancrable et qui l'or pour 2. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez payer une encre. Si vous le faites, choisissez un adversaire qui défausse une carte. C'est 5ème, malgré que ce soit quand même assez bien comme carte. Ça se shift sur des basiles qui sont Là, moyens, ça se shift sur Morph surtout. mais ça se Ouais. shift sur Morph, ouais, j'allais dire. Donc, heureusement qu'il y a Morph, mais ça marche très bien dans les decks gris, vert-gris, pour faire défausser un peu plus à partir du tour 5. Du coup, vous allez utiliser directement l'encre que vous jouez pour payer 1. Donc ça vous décurve un petit peu, mais ça fait un moteur de défausse qui peut manquer parfois au deck, ou alors qui vous demande d'utiliser des cartes qui font spécifiquement que ça. Là, c'est un personnage qui vous permet de lorer, de challenger, et qui en plus va vous permettre de faire défausser, donc c'est très bien. Ouais, tout à fait. Tu es revenu. On a Tu es revenu pour 3 manas non ancrables, choisissez un personnage et redressez-le. Ça, c'est une carte qui excite beaucoup les gens, que ce soit pour le deck building ou juste pour son effet. La carte te permet de l'aurer 2 fois, donc tu peux tuer en combo avec. Mais si jamais tu n'as pas besoin, entre guillemets, en tout cas, tu ne cherches pas à spécifiquement l'associer pour tuer directement dans le tour avec, tu peux aussi juste la jouer au milieu de partie pour prendre un double trade ou alors prendre un trade plus partir à l'aventure et ne pas avoir besoin de choisir. C'est le premier effet dans l'Orcana comme ça qui te permet de redresser un personnage et de le réenvoyer à l'aventure ou alors de partir en lore. C'est une carte qui intéresse beaucoup les gens, qui est quand même au centre de pas mal de deck build et qui finira forcément par faire de belles choses. Voilà. Exact. C'est peut-être un peu junk pour l'instant pour le côté combo. Donc junk, c'est-à-dire ça fait un truc qui fonctionne mais qui n'est pas assez bien pour être compétitif. Mais de base, comme tu dis, ça peut faire des situations déjà très utiles dans les games. Donc c'est potentiellement déjà jouable.
Oui, troisième position, on a Fred, la mascotte à journée, pardon. Pour 1, on a une 1-1 qui l'or pour 1. Chaque fois que ce personnage est défié, gagner 2 éclats de l'or. Bon, vu qu'il a que 1 quand il est défié, normalement, c'est la dernière fois qu'il est défié. Mais vu qu'il va normalement passer un tour, il va gagner 1 point de l'or, se faire défier, gagner 2 éclats de l'or. Donc pour 1, vous avez gagné 3 éclats de l'or, ce qui est très bon. Si vous jouez contre des decks gris qui vont le tuer, bah, ils sont un peu obligés de le tuer, ils peuvent pas le défier, celui-ci. Enfin, ils peuvent le défier, mais ça vous fait gagner 2 éclats de l'or. Il peut agir comme un paratonnerre. Pour les decks qui peuvent revenir vers violet aggro, il y a eu beaucoup de bons jeux, notamment on va le voir avec la carte suivante, il me semble, pour eux. Et Fred est notamment un bon ajout. Avec le Hondin, ça fait des bons loreurs de début de partie. Ouais, on avait compté que les mathématiques de Fred étaient peut-être un peu mieux que les drop 1 non ancrables qui leur pour 2. Dès lors que de toute façon, c'est des cartes qui se font instantanément gérer. Et bien, si on prend en compte que Fred va se faire instantanément gérer par un drop 1 adverse, et bien le fait qu'il gagne 2 éclats de l'or plus le lore qu'il aura pris le rend, en plus d'être ancrable, potentiellement plus intéressant qu'un drop 1 non ancrable qui leur pour 2. Et Zach. On a ici le Capitaine Crochet qui est pour 3 ancrables, c'est une 1-4. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure, donc ça disrupte entre guillemets pas mal de cartes du chapitre 6. Il or pour 2, ça empêche notamment les Monsieur Smith de pouvoir s'engager pour partir à l'aventure, même si les Monsieur Smith aiment bien trader à la base. Et par contre, lui, à chaque fois que ce personnage est défié, vous piochez une petite carte. Donc c'est une très bonne carte de deck agressif parce que ça lore bien, ça a beaucoup d'endurance, ça coûte pas très très cher, ça s'ancre, ça disrupte de manière accidentelle certaines cartes pirates qui peuvent rentrer dans les différents decks. Et en plus de ça, globalement, ça va se remplacer. Ça a pas trop de défauts, Captain Crochet, hein. Ouais, c'est juste une bonne carte en fait. Même si ça marche pas sur les pirates. Enfin, s'il n'y a pas de pirates en face, je veux dire. Oui, ça C'est reste quelque chose qui va se très remplacer, ok, qui quoi. lore, c'est cool. Et en plus, c'est vraiment le contre parfait à Smith, parce que si Smith va taper dans le Capitaine Crochet, ça vous fait piocher une carte. Ça ne tue pas le Capitaine Crochet, puisqu'il en restera un. Et le Smith aura pris 2 du coup, potentiellement un avec le Capitaine Crochet, un en fin de tour. Donc c'est vraiment très bien contre tous les Smiths. Meilleure carte verte, selon nous, Gogo Tomago. Pour 2 ancrables, on a une 2-2 insaisissable qui leur pour 1. Et on retrouve les effets qu'on a vus sur plusieurs cartes. Déjà, lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 2 encres de plus pour choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclats de l'or qu'il y a de dommages sur lui. Ça, c'est un effet qui va être des fois impossible à trigger, parce que ça va être dur de blesser les personnages adverses s'ils ne s'inclinent pas. Ça dépend qui vous affrontez. Notamment les decks bleu-gris, typiquement avec les résistances, etc. C'est très dur de les blesser. Mais il y a d'autres fois où il va y avoir 2, 3, peut-être 4 blessures, suivant ce que vous jouez à côté, sur les personnages adverses. Et là, vous êtes régalé avec Gogo Tomago. Et au pire des cas, bah, c'est un drop 2, qui est héros en plus d'être inventeur, et qui est insaisissable, donc qui va vous faire gagner des petits éclats d'or par-ci par-là. Ça se joue à 2 étages de la curve, pas très éloigné. C'est pour 2 ou pour 4. Même si on va pas le jouer au tour 4, Gogo Tomago, on va essayer de la jouer vraiment plus tard dans la partie pour gagner plus de l'or. Et voilà, et c'est ancrable. C'est juste une bonne petite carte en fait. Ouais, une bonne carte d'early game qui devient un super top deck, donc on prend. Passons aux cartes rubis maintenant, les fameuses cartes rubis. Et on commence avec Vaiana. Ouais, on a Vaiana pour 1 ancrable qui est une 3-2, elle lore pour 1 et ce personnage ne peut pas défier à moins que vous n'ayez un personnage capitaine en jeu. Alors, elle peut pas défier certes, mais elle peut partir à l'aventure et c'est ce qu'on peut demander aussi à des drop 1 dans des decks agressifs. Ça peut être un support à altération pour d'autres Vaiana, il y en a pas mal qui ont la capacité Floodborn et donc alter. Et c'est globalement un des meilleurs drop 1 du jeu si on prend en compte seulement les stats. Dès lors qu'on a un capitaine, la carte devient plutôt intéressante, hein, c'est un Rafiki sans défaut. Elle est correcte. Je la trouve pas particulièrement puissante, dès lors qu'il y a pas de capitaine en jeu, parce que l'aurer, enfin, ton oppo peut un peu l'ignorer ou aller la chercher avec un autre drop 1, mais ça reste quand même un 3-2 pour 1, ce qui est nouveau sur l'Orcana, donc plutôt cool. Ouais, elle est princesse, héros et pirate, donc c'est 3 bons types aussi. Et le fait juste de pouvoir l'aurer et que l'adversaire, quand il va devoir aller la chercher, bah, Vaiana va infliger ses 3, même si vous n'avez pas de capitaine en jeu que vous ne pouvez pas défier avec, elle va infliger ses 3 à la carte qui la défie. Donc si c'est un tour 1, bon bah il s'est rien passé, c'est comme si c'était un tour 1 normal. Et si c'est un tour 2, 3 ou plus, bah, Ouais, potentiellement tu peux c'est... pas la trade for value. Ouais, voilà, c'est genre typiquement Monsieur Mouche qui peut facilement trade et survivre des trucs en début de partie. Là non, là ça meurt.
Donc c'est cool. Et surtout, dès que vous avez un capitaine en jeu, ce qui dès le tour 2 peut être le cas avec Piglet, bah, vous allez chercher beaucoup de cartes adverses avec Vaiana. Donc ouais, bonne carte pour ça. Un peu situationnel pour être vraiment très très bien, mais de base des stats et des types très bien. Scar, c'est pour moi, je crois, ça tombe bien. Pour 5 en non ancrable, on a une 4-2 chasseur sans cœur en plus, killer pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages, infligez-lui 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage au choix. Vous pouvez évidemment choisir Scar, il mourra tout de suite, mais il fera quand même son effet. Pourquoi c'est bien Scar? Scar, c'est une carte qui lore beaucoup, ce qui arrive peu en rouge. Donc ça c'est bien. Ça a des grosses stats, donc ça peut, enfin grosses stats d'attaque, donc ça permet d'aller chercher quelque chose. Ça a un effet quand ça touche le champ de bataille, donc ça fait tout de suite ces 2 dégâts si vous avez autre chose. Vous pouvez blesser vos personnages pour les soigner avec une réponse les tours suivants pour justement faire de la value. Si votre adversaire ne vous laisse pas typiquement blesser vos personnages, vous pouvez le déclencher avec Scar. Ça fait plein de petits trucs. Et là où ça brille particulièrement, c'est dans les decks Mufasa, parce que ça peut aider à tuer votre Mufasa, ou ça peut se trouver sur Mufasa pour arriver en jeu et blesser un petit personnage que vous allez soigner avec réponse, notamment, et tuer un personnage adverse. Pour toutes ces petites choses, c'est dans notre top, le Scar. Ensuite. On a la petite Raya pour 4 ancrable 3-3 et killer pour 2. Une fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça a des stats qui sont décentes, c'est ancrable, ça lore pour 2 et ça va permettre de protéger un de vos personnages tous les tours. Voilà. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure, mais il va pouvoir par exemple challenger et donc prendre un double trade. C'est une carte dont on ne sait pas exactement dans quel deck elle peut rentrer. On ne sait pas si ça va être joué d'office, mais en termes juste de puissance individuelle, le fait que tous les tours tu puisses double trade ou alors protéger un de tes personnages, bah, ça fait de Raya une carte qui est convenable. Ouais, qui est une princesse en plus, donc je crois que c'est rouge-jaune, le deck princesse et reine, là, avec le cœur de princesse, je sais plus là. Bah, ça, enfin, il y a des gens qui buildent de ça, mais ça n'existe pas vraiment compétitivement, quoi. Bah, ça n'existait pas, mais à chaque extension, on peut remettre en question s'il y a des bonnes princesses. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est encore un peu léger. Moi, j'aime surtout la carte juste par son effet, pas forcément par ses types. Mhm. J'imagine que peut-être Mufasa voudrait tester ce genre de carte, quoi. Ouais, c'est vrai que ça marche bien dans ça. Oh, Wendy. Wendy Darling. Ouais. C'est pour toi, je crois? Non, c'est pour toi, vas-y. Non, c'est pour moi. Pour 2, on a une 1-2 non ancrable qui est héros pirate capitaine, qui lore pour 1, qui est insaisissable. Tant que vous avez un autre personnage pirate en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de force et plus 1 de lore. Donc ça devient une 2-2 qui lore pour 2, qui coûte 2, insaisissable. C'est super. C'est juste super, Wendy Darling. C'est un non ancrable, c'est un peu le souci, mais c'est très facile d'avoir un autre pirate en jeu parce qu'on va jouer ça dans un deck avec que des pirates ou quasiment que des pirates. Et voilà, vous avez un drop de premium dans vos decks pirates aggro. Ouais, super carte pour deck piraté. Enfin, Maui ici pour 6 ancrables. On a une 7-5 insaisissable qui lore pour 1. À chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Et à chaque fois que vous jouez une action, vous gagnez un éclat de l'or. Bah, lui, il fait un peu tout. Il est surstaté comme les bonnes cartes rouges que l'on apprécie. Il est insaisissable, donc très difficile à venir chercher, à venir trader. Il va prendre des bons trades et il se trouve qu'en plus, en prenant des trades, il va vous permettre de récupérer, de faire de la value, de récupérer des cartes actions. Je pense notamment à des brawls pour ceux qui vont jouer ça dans violet-rouge peut-être ou dans bleu-rouge. Mais vous pouvez prendre aussi des chansons hein, comme Friends on the Other Side pour repiocher des cartes. Et puis en plus, il y a une ligne de texte supplémentaire qui vous permet de gagner du lore à distance, qui est peut-être un peu plus anecdotique. La carte fonctionne très bien dans un deck action vert rouge, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'elle est bien dans des decks déjà préexistants, genre violet-rouge ou bleu-rouge. Ouais, puis les stats sont énormes. Insaisissable 7-5, ça prend Zeus, fort heureusement. Et c'est vraiment très puissant. On passe au bleu, au saphir. Ce bon vieux saphir. Flaversham, pour commencer, on a une 0-2 pour 2 non ancrables qui lore pour 3. Et c'est ce que ne fait pas du tout le bleu, normalement. C'est pour ça qu'on la place notamment dans le top. D'habitude, les horreurs pour 3 qui coûtent 2 sont non ancrables, mais sont 1-1. Là, il est 0-2 celui-ci. Et en même temps, la force, on s'en fout un peu. On va pas attaquer avec nos personnages. Mais s'ils peuvent résister un peu plus aux dégâts, comme ce Flaversham, c'est mieux. Donc on sait pas dans quelle stratégie on aura envie de jouer ce Flaversham. Peut-être dans Inventeur aggro, parce qu'il est inventeur. Mais il existe. Il lore énormément. Et c'est nouveau. Donc pourquoi pas. 4e position.
On a Baymax qui est une 2/6 pour 5 ancrables qui est l'or pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui retirer jusqu'à 2 dégâts. Vous gagnez un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Lui, il a intégré le top parce que quand j'ai commencé à builder un petit peu les decks que je vous ai présentés sur la chaîne, les premières idées de deck, bah, il y a bleu-jaune qui a été popularisé notamment par le joueur du Lorca Quest. Et le deck bleu-jaune, c'est un deck qui veut que des loreurs à 2 et que des cartes avec beaucoup d'endurance. Ça lui permet d'attaquer bleu-rouge en passant en dessous, mais de résister au deck gris qui prédate les jeux aggro. Et Baymax, en fait, il rentre naturellement dans cette stratégie. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de le valoriser un peu. Alors oui, il va prendre Medusa. Oui, son effet n'est pas particulièrement puissant parce que c'est pas évident de retirer des dommages pour gagner du lore. Mais ça reste un extrêmement bon loreur, difficile à déloger si ton adversaire joue pas rouge et qui, de manière un peu accidentelle, va te générer plus de lore que les deux de lore qu'il est capable de générer de base. Donc, il rentre très très bien, au moins dans cette stratégie-là. Tout à fait. Pikli. Pikli pour 3, ancrable, on a une 3-4, une de bonne stat, il or pour 1. Quand on joue ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Pikli, c'est bien pour plusieurs raisons. Déjà, c'est des bonnes stats qui ont un effet cool, parce que normalement, quand on met une carte dans notre réserve d'encre, face cachée, épuisée, c'est des stats qui sont faibles. Ou alors c'est pas des stats du tout, c'est des effets de cartes, de sorts, enfin d'action, etc. Là, c'est des bonnes stats. Par contre, si on n'a pas de personnage, on est obligé de faire son effet. Du coup, si on n'a pas de personnage, quand on joue Pikli, eh ben, c'est lui-même qui va aller dans notre réserve d'encre. Alors, ce qui n'est pas trop grave, ça coûte un peu cher, mais pour 3, on avance quand même en encre. Mais si on a joué un typo, par exemple, tour d'avant, qui a déjà fait son petit effet, eh ben on peut foutre le typo dans notre réserve d'encre. On a Pikli qui a des bonnes stats, qui a fait son effet. On a bien cravaché au niveau de l'encre. Et tour d'après, on atteint des sommets. On peut déjà casser des trucs très forts. C'est plutôt une carte de Blurple, donc de bleu-violet. Même si des decks bleus pourraient peut-être avoir envie, notamment si tu as besoin vraiment de renforcer ton early game pour combattre des decks aggro, ce qui sera peut-être le cas avec Tiana et autres, de jouer des Pikli. Mais ouais, c'est pas trop ce que veut faire bleu-rouge, c'est plus ce que veut faire bleu-violet. Ouais, c'est ça. C'est pas un deck de bleu-rouge, c'est pas une carte de bleu-rouge parce que bleu-rouge veut ramper avec des spells et pas utiliser des personnages. Par contre, Blurple ou vert-bleu, eux sont des. Oui, tu peux utiliser typo, mais si jamais typo est ton seul argument, tu joueras pas Pikli parce que ça veut dire que la carte est pas bien s'il n'y a pas spécifiquement typo. Par contre, si tu joues en Blurple où tu as plein de cartes d'early game qui sont des personnages, ou alors en vert-bleu où pareil, tu vas ramper avec pas mal de cartes d'early game, dès lors que tu as plein de personnages et que tu veux ramper dans des stratégies avec des personnages, bah, Pikli est une option qui est cool, quoi. Mais c'est vrai que malheureusement, je pense qu'il intégrera pas bleu-rouge, ça c'est à peu près sûr. Yep. Deuxième position, avec un superbe dessin. On a Alice ici, qui est 1-4 pour 3 non ancrables, qui est l'or pour 2. Elle est hors d'atteinte, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous choisissez un autre de vos personnages qui gagne 1 de l'or et hors d'atteinte jusqu'à votre prochain tour. Bon bah ça c'est super puissant, dans la même stratégie dont je vous parlais que Baymax, c'est-à-dire les decks jaune-bleu très agressifs avec beaucoup d'endurance et qui résistent aux decks gris qui vont essayer de détruire vos personnages. Bon bah là ils sont hors d'atteinte, ça leur très très bien, et en plus de ça, ça donne du lore à un autre personnage tout en le mettant hors d'atteinte. C'est vraiment très très cool. Ouais, super fort. Il lui manquerait que support pour être vraiment une très bonne carte. Je pense que c'est pas très grave qu'elle ait pas support. Ouais. C'est pas très grave. La meilleure carte, voguer sur la mer Azurite pour 2 ancrables. Bah, évidemment, c'est top 1, ça c'est trop fort. Ce tour-ci, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée, piocher une carte. Et c'est ancrable. Bon sang. Bon sang que c'est fort cette carte. On cherche justement à ancrer plusieurs fois par tour avec bleu. Et ça, c'est une carte qui se remplace. Donc qui va nous permettre d'aller chercher d'autres cartes. Donc déjà, juste c'est fort. Même si on place pas une autre carte dans notre réserve d'encre, juste pour 2, on pioche une carte. Donc ça permet de diluer un peu moins notre paquet. En plus de ça, on peut mettre une carte dans notre réserve d'encre face cachée, pas épuisée. Donc on peut, donc autour d'eux, vous venez de mettre une carte en encre, vous payez 2, vous voguer sur la mer 8, piochez une carte, vous mettez encore un truc en encre, il vous reste une encre. Donc vous pouvez jouer, par exemple, une glace à l'eau, ou bien un ice block, un bloc de glace. Et ça c'est bien, parce que vous utilisez vraiment tout votre mana tous les tours, donc c'est très costaud. Et c'est ancrable. C'est-à-dire que si ça arrive un peu trop tard, imaginons, même si ça fait piocher une carte, mais que vous avez besoin d'ancrer, bah vous l'ancrez. C'est délirant. C'est juste trop bien comme carte. Ouais. Ça fait même peur à certaines personnes de se dire, oula, mais bleu-rouge, vraiment, si on power creep des cartes qui sont déjà bonnes,
Donc c'est-à-dire qu'on fait de meilleures versions des cartes qui sont déjà utilisées dans la stratégie. C'est peut-être problématique à terme. Et puis surtout dans bleu-rouge, c'est un deck qui a beaucoup de cartes non ancrables et qui peut avoir des problèmes de consistance. Là, tu peux ancrer une de tes cartes non ancrables, du coup, de ce que j'en comprends. Non, tu peux placer une carte supplémentaire. Faut qu'elle soit ancrable. Ah, d'accord, ok. Donc ça te permet pas de faire comme la plume en forme d'arête et de diluer Non, ton compte de non ancrable. Bon, ça va. Elle a pas toutes les qualités du monde non plus. non, non. Ah, ce serait vraiment déconné. Mais Ouais. ça reste Bah, une carte comme c'est excellente. déjà déconné, on pouvait imaginer que, tu Ouais. vois. Ok. Ah, et ça fait gagner 5 éclats de l'or. Ah, j'ai mal lu. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça c'est vraiment très fort. Je pense que bleu-rouge n'avait pas besoin de ça. On verra un petit peu ce Non. que, ce que nous réserve. Après, ils ont donné énormément d'armes. Le chapitre 6 est un format qui met entre guillemets en avant les stratégies très offensives et très agressives, Oui, avec beaucoup de très bons loreurs et beaucoup de stratégies qui veulent aller vers l'agression, ce qui mécaniquement contre bien les decks bleu-rouge. Donc peut-être que ça va s'équilibrer naturellement. c'est vrai. Peut-être qu'on va se dire, est-ce que c'était pas obligé d'avoir des bonnes armes sur les decks existants pour justement combattre les nouveaux decks agressifs? Bah, Et en j'aimerais même bien, temps, c'est une stratégie qui existe peu, agressive donc ou alors on va nerfer parce qu'en fait les gens pensent beaucoup qu'il faut nerfer bleu-rouge, mhm, alors que bleu-rouge c'est un deck qui est moins dégénéré comme Bursteel, mais juste il interdit en Bursteel d'être le meilleur deck parce qu'il le détruit. mhm. Moi mon propos c'est qu'on pourrait, je pensais peut-être faire une vidéo là-dessus donc je le dis vite fait. Le propos c'est qu'on pourrait peut-être toucher ce qui est très unfair dans le jeu, c'est-à-dire Amber Steel, ce qui mécaniquement prédaterait beaucoup moins les decks agressifs et qui du coup ferait reculer naturellement bleu-rouge. Donc peut-être que pour atténuer bleu-rouge, c'est pas bleu-rouge qu'il faut toucher, mais Amber Steel. On reviendra peut-être là-dessus une autre fois. Je suis d'accord. Après, quand tu prends des cartes C'est comme des effets Voguer de sur la levier, mer hein. Azurite, tu peux quand même envoyer une petite crotte de nez à bleu rouge aussi, tu vois. Au passage. Peut-être, mais voilà, des fois les gens se trompent de cible. C'est vrai, c'est vrai. C'est genre ce que ça prédate. En fait, ça prédate celui qui prédate tes prédateurs. Celui qui Ah, ferait que bleu-rouge serait un deck acceptable dès lors que le format était beaucoup plus agressif. tout à fait. On passe à la dernière couleur, mais non pas des moindres, acier. Acier, ça a été hyper simple comme top, parce qu'on a sorti 5 cartes, naturellement, et on les a juste classées du coup dans l'ordre. C'est Ralph vrai. Et Lacasse, on c'est pour toi? commence avec. Ouais, c'est pour Oui, c'est moi. pour toi. Avec Ralph Lacasse, qui est 4-4 pour 6 non ancrables, qui leur pour 3. C'est de bonnes stats, hein, ça prend pas Médusa et ça, on apprécie fortement. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le bannir pour gagner 2 éclats de l'or. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez choisir un lieu ou un objet adverse. Et Hmm. c'est quand même vous qui gagnez le l'or. Donc, c'est une carte qui fonctionne bien contre toutes les stratégies bleu-gris, bleu-rouge, par exemple, et qui est un très bon loreur. Donc, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, Ralph Lacasse. Ouais, on peut marcher, enfin, on peut le faire marcher dans un deck qui existe déjà, donc c'est une bonne carte. Et bah, il y a des fois où vous êtes tombé dans le match-up où ça marche très bien parce qu'il y a des objets en face et Ralph il va être délicieux. Pour la quatrième position, on a Monsieur Haro avec une tête rigolote pour 2 ancrables. On a une 1-2 qui leur pour 2 qui a résistance 1. Donc c'est très chiant d'aller chercher ça. Ça résiste aux anti-bêtes gris. Enfin, à une partie des anti-bêtes gris. Ça résiste à certains trades, notamment en early game. C'est compliqué d'aller chercher. C'est Alien qui peut être un argument pour le deck Alien Ouais, dont c'est on un vous a argument, je parlé trouve. plus tard. Mais il y a une carte qui marche bien avec les aliens. Voilà, pas grand chose à dire d'autre que c'est un bon drop 2 qui est un très bon horreur. C'est Racaillou, le visage du type. C'est Rakayu en costard, ouais. Ouais, Rakayu Racaillou cosplay, en costard, ouais. exactement. Oh, peut-être le crossover bientôt? Pas du tout. Troisième place. Monsieur Mouche, 3-6 pour 6 non ancrables, qui leur pour 2, altère pour 4. C'est très simple d'altérer sur des Monsieur Mouche parce que c'est une des meilleures cartes du jeu qui coûte 2 et qui s'appelle Monsieur Mouche. Ouais, Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates que vous avez en jeu. Donc on a des relativement bonnes stats, ça alors convenablement. Ça s'altère sur une des meilleures cartes du jeu naturellement. Et en plus de ça, ça va aller détruire un personnage adverse en fonction du nombre de pirates que vous avez. Bah, c'est simple, si vous avez envie de jouer pirate, Monsieur Mouche me paraît un peu indiscutable, quoi. ouais, c'est très bon, c'est des bonnes stats. Petit oups, c'est que ça promet d'usage, j'aurais préféré qu'il soit 4-5. Je Ouais, préférais qu'ils prennent Zeus que Medusa. Parce que Zeus c'est une carte pour une, alors que Medusa c'est une carte qui enlève une carte. Mais en même temps, Zeus ouais, c'est plus joué que Medusa, donc finalement, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Je ne sais oh, pas. je sais pas si Zeus c'est plus joué que Médusa, hein. Si tu compiles violet rouge et bleu rouge, c'est peut-être plus joué que Zeus, du coup, au global. Ah ouais, c'est vrai que Parce que vert gris joue pas de Zeus, donc ça mitige un peu, je crois. il y a plus de decks qui les jouent, mais c'est en moins d'exemplaires dans les decks. En tout cas en ce moment.
Ouais. En représentation, tu vas quand même plus tomber sur des Médusas, je pense. Mais t'as Enfin, plus si de je prends le Medusa. chapitre 5, je sais pas pour le Ouais, chapitre ouais. 6. En global, t'as plus de chances, effectivement. Bon, il reste ok, notre ami Monsieur Mouche, Ouais, quoi. il est bien. Il s'altère sur, comme tu dis, en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Si ça s'altère sur un truc qui est déjà bien, c'est cool. Bah Et ouais, là, c'est pas que c'est déjà bien, c'est que c'est déjà énormément joué dans plein de stratégies c'est grises. déjà super cool, quoi. Donc c'est top. Deuxième place, et ça me fait plaisir, Kaloun pour 2 non ancrables. On a une 3-2 qui est l'or pour 1, qui a résistance 1, donc c'est virtuellement une 3-3. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, gagne 2 éclats de l'or. Et Kaloun, je vous dis qu'elle va bien défier et bannir des personnages, vu ses stats. C'est juste un super drop 2 et c'est cool. Alors c'est non ancrable malheureusement, mais pendant longtemps, le jeu manquait de bons drop 2 et là, eh ben, on a une bonne lampée de bons drop 2. Alors pas pour toutes les stratégies, mais là, vous voyez, rien qu'en gris, on a Monsieur Haru qui est très décent, on a Kaloun, on a Lilo qui est en jaune aussi, qui fait partie des bons drop 2, on a Wendy Darling pour le rouge, même si c'est un peu plus pour pirate. Les développeurs nous ont entendus et nous donnent des bons tours 2 pour nos decks, et ça fait plaisir. Merci pour ça, ça Ouais. régale. Pour essayer de mettre l'accent sur les stratégies plus offensives, que le jeu soit un peu plus rapide, peut-être Un pour peu essayer de nerveux. repasser à du BO3. Si on est capable de rendre le jeu plus nerveux, on aura plus de problèmes de BO2. Donc c'est peut-être aussi une volonté de game design de rendre les parties un peu plus rapides. Et ouais, Ouais. Kaloun, ça a plein de bonnes lignes de texte. Moi, j'ai pas trop défendu la carte dans les spoilers parce que le fait qu'elle soit grise, elle va entre guillemets prendre la place d'interactions qui sont plus clean. C'est vrai que si elle avait été d'une autre couleur, j'aurais été dithyrambique sur la carte. Je pense quand même que c'est une bonne carte, elle mérite d'être dans le top. Yep. Et d'ailleurs, pour faire du BO3, juste enlever les miroirs de bleu-rouge. Vous allez voir. Hein. Les rondes, elles finissent toutes dans les temps. Ouais, Ah, je attention, rigole. la boucle boon, c'est aussi un peu temps d'axe. En tout cas, accélérer le jeu, ça peut faire que du bien. Exact. Et top 1, Et on c'est a pour toi en en top plus. 1 le bon John Silver Le qui est J. 6-6 pour 8, ancrable, pardon, oula. Ah oui. Attention, il est ancrable et c'est bien pour ça qu'il est bien le poteau. Il altère 5, il or pour 2, il résiste à plus 2. Et au début du tour, tu infliges un dommage à chaque personnage adverse redressé. Lui, pareil, on l'aime bien parce qu'il y a déjà de bons John Silver. Je pense notamment au John Silver gris du chapitre 3 qui est ancrable, qui est un 3-3 qui gagne de la résistance et de la patate et du lore, pardon, en fonction du nombre de lieux que tu as. Et dans cette stratégie-là, qui est une stratégie pirate, un peu avec des lieux, avec de bons John Silver, lui, c'est le roi, quoi. Alors évidemment, si John Silver a 3 et si les stratégies pirates ne sont pas jouées, on le verra jamais. Mais je trouve quand même qu'il a des stats. Enfin, lui, il est sur le champ de bataille. À part un anti-bet de masse et bi-prépared, dites-moi quelle carte peut gérer ce John Silver. Parce que résistance 2 en étant 6-6, ça me paraît délirant. On va peut-être se remettre à jouer des feuilles de dragon hein, en rouge. Ouais, faut le gérer de manière clean. Le problème, c'est que le deck dans lequel il s'insère est pour l'instant pas un très bon deck. En tout cas, il n'y a pas de stratégie vraiment qui ont l'air de faire consensus qui ont été trouvées. Mhm. La carte est quand même franchement intéressante, quoi. Et comme John Silver à 3 est une carte que j'aime beaucoup, je milite un peu pour ce John Silver. Ouais, je me demande si on peut pas le jouer dans d'autres stratégies juste parce que c'est une bonne carte, tu vois. Il y a un autre bon John Silver à 3 qui existe maintenant, qui empêche de défier pendant un tour. Alter 5 parce qu'en fait il a pas de synergie particulière. Il se trouve qu'il est pirate et capitaine, mais Ouais, c'est il est ça. aussi juste. Flat fort. Ouais, exactement. Imagine, lui, tu joues actuellement à l'Orcana et ton oppo, il te le joue tour 5, celui-là. Bah, C'est pas délirant? ça dépend ce que j'ai, mais même si je joue du rouge, je suis deg. Hein. Bah ouais. Ça va faire des trucs. Franchement, c'est super fort. On le surcote peut-être un peu, mais force à John Silver. Ouais, non, franchement, très très costaud. Fin de cette vidéo, du coup. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Qu'est-ce qu'on pense de cette extension Eh ben finalement, pas mal de jus. Ça a été un peu lent au début, on a eu un peu peur, mais à la fin, pas mal de jus. Plus qu'au chapitre 5, je trouve, après avoir fait ce top-là. Plus de cartes qui vont rentrer dans les stratégies et tout, et surtout de nouveaux decks qui vont être créés, à voir s'ils sont bons, évidemment. Mais il y a facile 3 ou 4 decks, notamment 2 versions de pirates différentes, qui vont émerger. Il y a des decks qui n'existaient pas trop, qui vont peut-être être meilleurs, comme les decks Sugar Rush, avec les pilotes. Il y a plein de trucs à faire, et c'est cool. Franchement, réussite totale de Ravensburger. Juste, si on pouvait avoir un petit peu des nouvelles mécaniques au chapitre 7, ça ferait plaisir. Parce que là, on a que des trucs qu'on connaît déjà. Si on a un peu une nouvelle mécanique, ce serait un peu sympa, ça ferait plaisir. Plutôt que encore des nouvelles cartes qui font support et qu'on joue pas, par exemple. Voilà, remplacer ça par une nouvelle mécanique, ça ferait plaisir. En fait, c'est pas qu'on veut des nouvelles mécaniques, c'est que putain, support, on s'en fout. Voilà. Donc mettez un truc bien plutôt que support.
Ou alors S'il vous rendez-le plaît, quoi. vraiment bien. Fin de cette vidéo, comme je vous le disais, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description, notre chaîne Twitch aussi, Volpelmagica.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.